Alors, bienvenue à vous tous à notre Coffee Break CDN, café virtuel. Cette session fait partie de notre série Au-delà de la crise, survie et résilience, qui se concentre sur des sujets et discussions pertinents pour le succès économique des entreprises au sein de nos communautés. Il est important de noter que nous avons tous un rôle à jouer pour contribuer à un impact positif sur les résultats économiques de nos communautés et que le moment est plus que jamais critique pour soutenir nos économies locales avec notre propre portefeuille. Alors, supporter nos entreprises locales et contribuer à la force de notre économie. Cela étant dit, je voudrais vous présenter nos experts de matière pour la discussion d'aujourd'hui. So having said that, I'd like to introduce our subject matter experts for today's discussion. I'm pleased to introduce, je suis heureux de vous présenter Amélie Manceau. Elle occupe le poste de conseillère principale à l'exportation avec EDC, Exportation et Développement Canada. Son mandat consiste à accompagner les entreprises canadiennes avec leurs questions touchant l'exportation, autant au niveau de l'intelligence du marché, so market intelligence, l'entrée sur les marchés mêmes, la réglementation et les douanes. Son rôle est de faire des recherches personnalisées sur ces différents sujets et de partager avec les entreprises les ressources et contacts appropriés afin de les aider à augmenter leur présence sur les marchés internationaux. Elle est titulaire d'un MBA en administration des affaires de l'Université Laval, ainsi qu'un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. Et finalement, elle possède également la certification professionnelle accréditée en commerce international. Et Dan Putnam. He is an account manager also with Export Development Canada, EDC. In this role, he works with companies of all sizes and from all industries in Nova Scotia, helping these entrepreneurs go, grow, and succeed internationally. And Dan has a background that's very relevant in accounting and banking, having previously held positions at Ernst & Young and Business Development Bank of Canada, BDC, the Bank for Entrepreneurs. He's a chartered professional accountant and holds a Bachelor of Commerce degree from Dalhousie University. Dan, how's about we pass it over to you to get us started? Perfect. Thanks very much, Andre. And sorry, everyone, if you'll bear with me, I'm going to do these first 4 or 5 minutes in English. My French skills, unfortunately, are non-existent. I can't speak German, however, so I'm bilingual. Just the other language is not the one that would be suitable, unfortunately, for the presentation. So how to navigate business as unusual. This has kind of become our tagline here at EDC the last number of months. Thinking back to March 2020, I guess almost a year ago now, kind of at the start of the pandemic, I think most of us thought this would be around for 3-4 months, maybe be all blown over by the time Canada Day rolled around, but still very much a reality. So as you can imagine, COVID has had far-reaching consequences and implications on all supply chains. So a lot of our clients and prospects, this is in our vocabulary every day, business is unusual. So it's something we're still dealing with and will be dealing with for the foreseeable future. So happy to be here on behalf of Emily and I. Thanks so much for the invitation to speak. And of course, happy to take any questions at the end as well. And if we can't answer questions, we can take it offline. We'll find out the answer and connect with you afterwards. So maybe next slide, please, Amélie. So this is our agenda. We'll do a quick introduction. Who is EDC, what we do. Then we'll kind of get into the bulk of the presentation, which Amélie will handle on how COVID has impacted Canadian companies, what they've done to adapt, to pivot, to change. And then, of course, we'll wrap up with a little conclusion at the tail end. So EDC is Canada's Export Credit Agency, sometimes referred to as a ECA for short. So most countries in the world actually will have their own ECA, and we are Canada's version.
So what that means is we are a Crown corporation. We do operate at arm's length from the government, so we kind of control our own shop. But from time to time, obviously, we'll get priorities from the government, certain industries to focus on. Clean tech is a hot one, as you might imagine, or obviously right now, kind of COVID relief is a big topic for us. So really, ultimately, I'll say in normal times, our focus is to help companies grow, and succeed internationally. It's still an important part of what we do today. But as you could imagine, all our research shows that companies that export, they generally grow faster, they hire more people, they make more money, which is always nice. And as well, very important, generally speaking, the exporting company can weather a recession or weather an economic downturn much better than the domestic-only company. I will quickly distinguish the word export. A lot of people kind of assume it means, look, I'm sticking something in a cardboard box that goes to the container port, it's shipped across the ocean. For us, export's a pretty large definition. It can be a service provider as well. A lot of tech companies, as you can imagine, render their services virtually. There is no physical good to ship. And as well, for us, the definition actually includes any indirect exporting as well. So the example I always use is if Andre sells widgets, he's a Nova Scotian company, I have a Nova Scotian company, I buy those widgets from Andre. Andre sells me orange widgets. All I do is repaint them into black widgets. Well, Andre's an exporter, I'm an exporter. Maybe my customers are actually abroad. I sell them into the US, into Europe. Andre sells all his widgets domestically in Nova Scotia. Well, obviously, I wouldn't have anything to sell if Andre didn't provide me with those widgets in the first place. So he is an exporter as well in EDC's eyes, what we would call an indirect exporter. And, you know, maybe Andre even gets his molding equipment from someone to form the widgets from someone here as well. So that person would be an exporter or an indirect exporter as well. So as you can see, we can kind of peel back the layers of the onion. So our actual addressable market is a lot larger than you might think at first glance. So Export Development Canada, it's only people that ship goods across the ocean. It's actually anyone that's in the supply chain, anyone that renders a service. It's quite a big market we actually work with. So I always like to differentiate that because the word export, a lot of people kind of have preconceived notions of what that means. I will say for us, export ultimately does need to be something that crosses an international boundary, be it a good or a service. I know there's some provincial agencies, I think NSBI, for them, somebody selling to New Brunswick, that would be an export. For us, unfortunately, it does need to cross an international border eventually, the product or service. So next slide, please, Amelie. So this is obviously not intended to be a product dump, but this is just a little highlight of some of the tools we have in our toolbox. So generally speaking, all of our solutions can kind of fit into one of these 4 buckets. So I'll just work my way up from the top and move down quickly here. Managing risk, this is a lot of what we do. I sometimes joke that EDC sells bubble wrap. We want to make sure that our clients are well protected when they do transact internationally. They don't get kicked in the stomach, right? So what we're probably most known for is our credit insurance, this whole notion that if you're selling to a company abroad and you're giving them 30 days to pay, 60 days to pay your invoice, obviously there's a risk of non-payment that's introduced. Maybe that company goes bankrupt, maybe they go insolvent, maybe they decide not to pay for whatever their reasons are. We have an insurance solution whereby we assume that risk and we'll pay out 90% of any bad debt. So that's kind of one of our flagship products, our credit insurance. Moving down, we talk a lot about financing as well. So this can kind of take on a number of different forms. Sometimes we will become the bank and finance a Canadian company here at home if they're having an opportunity they're looking to take advantage of, but they're short on cash, short on financial horsepower to make it work. We also work, of course, closely with BDC, our sister Crown Corp, to make that happen. Sometimes we can even finance the international buyer. So if the bottleneck in the transaction that's preventing it from happening is that international company doesn't have financing to buy from the Canadian company, sometimes we can finance that international company. So there's kind of a number of different ways we can tackle these things. Moving down, growing working capital, all the solutions you kind of see in that line there, those are all solutions we do in partnership with a bank or with a credit union. So the most popular one there probably is our export guarantee program. Again, this kind of speaks to the financing notion. A large part of what we do is give guarantees to Canadian charter banks, to credit unions, so they can offer their clients more financing. So it's basically a risk share type program where I'll just pick on RBC. If you have a client that works with RBC, or you yourself work with RBC, clients looking to get access to more financing, we can put a guarantee on their operating line of credit or on a term loan even to support the case for more financing. So again, in this case, it's kind of bubble wrap for the bank. If the bank's better protected, they may be willing to extend more financing dollars. Client gets what they need. It's kind of a win-win for everyone. And then at the bottom there, we have our knowledge and advice.
So we've realized at EDC we have a lot of smart people. I wouldn't include myself in that definition with those smart people. But what we've done is push a lot of this content online, a lot of webinars, a lot of white papers, a lot of blog posts. And this is actually a team that Amelie sits on. So we've realized that, hey, look, we're not doing anyone any favor sitting on this knowledge. Let's get it out there. Let's broadcast it. And we have an export help service as well, which Amelie will get a little into, which has been a tremendous resource for Canadian exporters and our would-be exporters. So we realize that everyone's kind of at a different point in their export journey. Some folks have been doing it for 50 years. Some folks are just kind of starting to consider, hey, is this exporting thing for me? What's it all about? What are the risks? What are the opportunities? We want to be relevant to everyone. And these knowledge services that we provide are really a great value add for those folks that are kind of getting their hands dirty and getting on their way. So with that, I will pass it off to the expert, to Amelie, to take us through the rest of the presentation. Very good. Thank you. Sorry, everybody, I was muted. Bonjour, bon matin. Donc, merci, Dan, pour l'introduction. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous également. Puis, comme Dan l'a mentionné, avec tout ce qu'on appelle le knowledge à EDC, donc l'information de marché, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les entreprises qui venaient vers nous avaient des besoins pour mitiger le risque, mais il y avait également des questions en lien avec comment ça va fonctionner les douanes. Est-ce que je vais pouvoir envoyer mes produits, puis ça va être duty free si c'est un produit qui est exporté à partir du Canada? Donc, l'objectif, c'est vraiment, avec mon équipe qu'on appelle Expert Help ou Info Export, c'est de prendre toutes ces questions-là qui nous viennent des compagnies canadiennes et de faire de la recherche pour elles. Donc, c'est un service qui est complètement gratuit. Ce qu'on veut, c'est vraiment expliquer aux entreprises comment ça fonctionne. Donc, on ne veut pas seulement leur donner la réponse puis qu'ils reviennent vers nous à chaque fois qu'ils ont la même question. L'objectif, c'est vraiment de faire du transfert de connaissances puis de leur montrer chacune des étapes finalement de l'exportation. Quel est le processus à suivre? Donc, André l'a mentionné en début de présentation, mais on aime catégoriser le type de questions avec lesquelles on peut aider dans 4 catégories. La première, c'est vraiment ce qu'on appelle le Export 101. Donc, vraiment, comment je peux savoir quels sont les programmes gouvernementaux qui existent, les subventions pour avoir de l'aide financière, c'est quoi les étapes pour commencer à exporter avec mon entreprise, comment je peux trouver des clients à l'étranger. Et finalement, la deuxième catégorie qui est plus en lien avec l'information de marché. Donc, l'entreprise va chercher à identifier quel est le marché qui a le plus de potentiel pour leurs produits. Donc, on a de l'information, on a des rapports sur, par exemple, les trends dans tel secteur, dans des pays en particulier. On peut les aider à identifier quels seraient les trade shows là, ou les salons commerciaux qui sont le plus d'intérêt pour eux pour prendre un pouls du marché. C'est sûr qu'actuellement, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est très, très commun, là, les trade shows, mais c'est quand même quelque chose avec lequel on peut aider. Et ensuite, la troisième catégorie est l'accès au marché. Donc, une fois qu'une entreprise est prête à aller vendre son produit, ils seront approchés par un client potentiel au Mexique, par exemple, mais ils vont devoir s'assurer que leur produit peut-être peut être vendu au Canada, mais est-ce qu'il peut être vendu au Mexique? Est-ce qu'il respecte la réglementation en place? Est-ce que parce que le produit est exporté du Canada, comme je disais tout à l'heure, il va être duty-free quand il va arriver aux douanes au Mexique? Pas nécessairement, parce que tout ça va dépendre des règles d'origine. Donc, ce qu'on veut faire, un peu comme Dan le mentionnait avec nos produits financiers, on veut s'assurer qu'on évite les risques ou on les mitige avec nos compagnies, mais on veut faire la même chose au niveau de l'information de marché pour éviter les mauvaises surprises finalement. Et finalement, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle l'atténuation des risques. Donc, une entreprise qui veut commencer à aller vendre ses produits, par exemple, en Chine, on sait que, par exemple, le trademark, c'est des choses qu'on peut protéger pour éviter qu'il y ait des vols ou des choses comme ça. Donc, on peut partager de l'information sur les meilleures pratiques à ce niveau-là. Même chose sur la diligence ou le due diligence quand on commence à travailler avec un partenaire qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs étapes qu'on peut suivre pour se protéger. Et finalement, les contrats. Donc, c'est sûr que quand on parle de contrats ou qu'on parle de taxes et impôts, on n'est pas des avocats, on n'est pas des comptables. Par contre, EDC, on a des guides, on a mis en place beaucoup, beaucoup de ressources sur quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour au moins donner un cadre à nos entreprises. Et par la suite, comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment les réintroduire vers les bonnes personnes, les spécialistes, lorsqu'on ne peut pas obtenir la réponse finale pour eux. Mais au moins, ils vont commencer à faire un bout de chemin dans leur tête pour voir qu'est-ce qui est important pour eux à introduire dans leur contrat avec un partenaire à l'international. Mais évidemment, le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous ce que Dan et moi, par exemple, on a entendu de nos entreprises qui font affaire à l'international depuis le début de la crise en mars. Parce que
Si je regarde les questions que mon équipe reçoit à chaque jour, ce qu'on recevait en mars, c'est très, très différent de ce qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a vraiment eu une évolution, puis par contre, la pandémie est toujours là. Et en plus de ça, DC a fait une grosse recherche où on a contacté 750 entreprises à travers le Canada. Et on leur a demandé de compléter un questionnaire au mois d'avril, donc tout de suite après la crise, pour voir quels ont été les impacts sur leur entreprise. Et on est retourné vers eux au mois de mai, juin. Donc, après la première vague, quand les choses se sont calmées un petit peu. Et on est retourné au mois d'octobre, où ça recommençait. On parlait d'une deuxième vague un petit peu partout dans le monde. Donc, on a voulu voir vraiment qu'est-ce que ça avait fait en termes d'impact et d'adaptation sur nos entreprises. Alors, j'ai tout mis ça ensemble, puis c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Donc, on parle des impacts de la COVID sur les compagnies canadiennes. La première chose que je mentionnerais, c'est que ce qu'on a vu, c'est que les impacts sont vraiment inégaux. Si on pense à une entreprise qui est en Nouvelle-Écosse versus une entreprise qui est, disons, en Ontario, même au niveau de la province, les restrictions qui sont en place sont déjà très, très inégales. Mais au-delà de ça, ce qu'on se rend compte avec la COVID, c'est que dépendamment du secteur dans lequel une entreprise est, il y en a pour lesquels la demande a continué d'augmenter, pour lesquels les choses vont mieux pratiquement avec la COVID, ce qui est quand même étrange à dire. Mais si on pense par exemple au secteur de tout ce qui est online retail, tout ce qui est le secteur des maisons, les gens ont mis beaucoup d'argent dans leur cours arrière au niveau de l'été. Il y a des gens qui ont acheté plusieurs piscines et tout ça. Donc, le high-tech également, donc tout ce qui était on pense vraiment à Zoom, sur lequel on est aujourd'hui, mais toutes les entreprises qui ont des technologies pour la connectivité et tout ça, on voit que ça va très bien pour elles. Et plus près de nous, on peut penser juste aux épiceries et les dépanneurs également au niveau des ventes d'aliments. Ils ont je regardais hier au niveau des données, là, par exemple, il y a des entreprises dans l'alimentaire qui ont vu des hausses de 13% là, au niveau des profits. Donc, à l'inverse, malheureusement, il y a certains secteurs comme les entreprises qui ont un petit commerce qui a pignon sur rue, mais qui n'est pas nécessairement en ligne. C'est quand même très difficile. Le oil and gas également. Tout ce qui est les avions, aerospace, on voit que les avions ne sont pas autant bondés qu'ils l'étaient ou qu'ils ne roulent pas autant que d'habitude. Entertainment et le tourisme également. C'est des secteurs pour lesquels c'est très difficile. Puis j'ajouterais les restaurants parce que malheureusement, comme je disais, normalement on dit first in, first out, là, mais si on passe au restaurant, ça a été probablement les premiers touchés. Et ça risque malheureusement d'être dans les derniers à pouvoir reprendre leurs activités comme au début de la crise. Donc, ce que ça nous a montré avant d'entrer dans les impacts, c'est que l'adaptation et la résilience, on l'a toujours dit que c'est important de s'adapter au changement et tout ça, mais c'est encore plus vrai au niveau de la COVID parce que comme on va le voir, les entreprises qui ont réussi à s'adapter rapidement, c'est celles qui ont pu un petit peu tirer leur épingle du jeu. Donc, le premier impact majeur là, que je voulais vous présenter, c'est au niveau des ventes à l'exportation. Donc, si on regarde les entreprises au mois d'avril, quand on est allé leur parler la première fois, on leur a demandé, est-ce que la COVID a eu un effet négatif ou positif sur vos ventes à l'exportation? La majeure partie, sans surprise, a mentionné que la COVID avait eu un effet négatif sur leurs ventes. En octobre, donc quelques mois plus tard, ça avait baissé à 53%. Donc, on voit qu'il y a quand même eu une adaptation. Et à l'inverse, si on regarde les entreprises qui avaient mentionné avoir un effet positif sur leurs ventes avec la COVID, leurs ventes à l'exportation toujours, c'est 12% des entreprises qui disaient que ça avait donné un boom un peu à leurs ventes. Et ce chiffre-là a doublé si on regarde avec le mois d'octobre. Donc, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on parle de 7 mois environ, là. Et si on se concentre vraiment sur les entreprises qui ont mentionné que ça avait eu un effet négatif, donc on a voulu comprendre ça a été quoi la baisse de leur vente à l'exportation. Donc, en avril, encore une fois, au tout début de la crise, c'est 60% des entreprises qui nous ont dit que l'impact avait été 50% de baisse sur leur vente à l'exportation, ce qui est très, très majeur. Et au mois d'octobre, ça avait baissé à 22%. Donc, clairement,
au mois d'octobre, puis encore au moment où on se parle, quand on regarde les pays au Canada, mais les pays à l'étranger également, les restrictions sont encore en place, la COVID est encore d'actualité, mais les gens ont su s'adapter au niveau des entreprises puis de leurs affaires à l'international parce que clairement, la chute est assez importante. Donc, quels sont le top 5 là, des plus grandes difficultés pour vendre à l'international? On parle d'abord de la restriction sur les déplacements. Donc, les entreprises nous ont mentionné que, bon, on le sait, normalement, les voyages qu'on peut faire à l'international en ce moment doivent être essentiels. Puis, tout ce qui est voyage d'affaires est techniquement essentiel. Par contre, il y a plusieurs mesures en place qui font que ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a souvent une quarantaine à faire quand on arrive dans le pays étranger. Si on regarde même au Canada actuellement, on regarde à peut-être resserrer un petit peu les règles, mais il faut fournir un test négatif au moment du retour au Canada. Puis en plus de ça, ce que les entreprises nous disent, c'est que les employés ne sont pas nécessairement intéressés. Il y a une crainte au fait de prendre l'avion et d'aller dans un autre pays, étant donné les risques que ça importe. Donc ça, c'est le risque majeur, je dirais, et l'enjeu en lien avec l'international actuellement. Mais on lie à ça le transport et l'expédition, comme vous pouvez voir, qui est un gros frein actuellement, parce que les compagnies de transport et expédition puis la marchandise a pu circuler en tout temps depuis le début. Par contre, ces compagnies-là ont dû mettre en place plein de nouvelles règles sanitaires, eux aussi, ce qui fait qu'il y a eu des délais au niveau du transport de marchandises, ce qui fait que la capacité n'est pas la même. Ces entreprises-là, dans certains cas, ont dû fermer parce qu'ils ont eu des cas de COVID. Donc, c'est vraiment pas évident pour les entreprises de continuer à vendre à l'international sans savoir si ils vont être capables de livrer à temps et de respecter leur contrat finalement. Et j'ajoute à ça, je m'en viens à la fin ici, mais au niveau du supply chain, la chaîne d'approvisionnement, on s'est rendu compte avec la COVID à quel point tout est interrelié. Puis nos entreprises au Canada qui vendent à l'international ou même les entreprises qui vendent domestiquement ont des fournisseurs partout dans le monde. Donc, si on pense, même avant le mois de mars, quand on n'avait pas de cas de COVID ici, la Chine a été, comme on le sait, touchée dès le départ et a dû fermer plusieurs de ses usines. Donc, ça a eu des impacts ici. Et par la suite, nous, on a eu des cas. Donc, on voit à quel point c'est interrelié. Donc, ça, c'est un enjeu qui a été majeur parce que plusieurs entreprises s'approvisionnaient pour de la matière première qui était essentielle auprès d'entreprises à l'étranger et ne pouvaient pas recevoir ces biens-là. Puis on voit que c'est encore un enjeu là, aujourd'hui. Sinon, bien évidemment, il y a des retards au niveau des opportunités d'affaires. Il y a des investissements qui sont retardés. Il y a des gens qui n'osent pas aller de l'avant avec certaines choses parce qu'on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et l'obtention de renseignements fiables sur le marché. Ça, c'est un endroit où mon équipe peut aider, justement. Je porterai votre attention sur le fait de regarder quand on est allé voir les entreprises au départ au mois d'octobre, ils nous ont mentionné que les plus grandes difficultés à l'époque étaient la trésorerie, donc tout ce qui est cash flow, se faire payer par leurs clients et le contact avec les clients. Au mois d'octobre, donc plus récemment, c'était plus dans le top 5 des difficultés pour faire affaire à l'international. Par contre, donc ça nous fait comprendre que au niveau du cash flow, les entreprises, on s'entend, c'est encore une situation très précaire et difficile, mais il y a le sentiment d'urgence que nous, on a senti au mois de mars au niveau du financement n'est plus au même niveau. Les entreprises ont coupé beaucoup dans les dépenses. Il y a eu les programmes gouvernementaux qui ont été annoncés, puis il y a aussi des entreprises qui ont pu aller chercher des sources de financement alternatives. Et finalement, les contacts avec les clients. Donc, ce n'est plus un enjeu. Par contre, les restrictions sur les déplacements demeurent. Ce qui veut dire que les entreprises ont trouvé des façons alternatives d'avoir un contact avec leurs clients. Puis, on en parlera tout à l'heure dans les mesures d'adaptation. Donc, au niveau justement de ces stratégies d'adaptation-là, la principale, je dirais, c'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la supply chain qui était très, très, très globale.
au début de la crise, donc si on regarde par exemple là, en avril et en mai, les entreprises regardaient beaucoup quand ils voulaient faire des changements au niveau de leurs fournisseurs à trouver des fournitures très près de la maison. Donc, ils envisageaient à trouver des fournisseurs au Canada. On voit que c'était la majorité au niveau du début de la crise. Donc, on savait qu'il y avait des enjeux au niveau de la Chine, mais les autres pays également. Donc, on voulait vite aller chercher des stocks un peu plus près de la maison. Et maintenant, c'est également ailleurs dans d'autres pays. Donc, on veut plus nécessairement, on veut aller diversifier notre chaîne de fournisseurs. On veut plus nécessairement être dépendant d'un seul pays parce que si on a même 2 fournisseurs mais qui sont dans le même pays, l'enjeu demeure le même comme on ne sait pas quelle sera l'issue de la pandémie et s'il y aura une autre vague ou peu importe. Donc, on voit qu'il y a quand même un changement notable. Et c'est important aussi, comme on sait, on est beaucoup dans le just-in-time au niveau des manufacturiers et des entreprises canadiennes. Et là, on a remarqué beaucoup de just-in-case où les entreprises allaient vraiment passer une commande de plus juste au cas parce que il y avait tellement d'incertitudes, puis c'est encore un climat constant actuellement où les gens veulent stocker un petit peu, mais ça, évidemment, ça amène une pression sur le cash flow, puis il faut supporter cet inventaire-là avant qu'il soit prêt à être vendu. Donc, ça, c'était vraiment pour le supply chain. Le deuxième, je crois que ce ne sera pas une surprise pour tout le monde. Je veux dire, même si on regarde la rencontre ce matin ici où on est tous sur Zoom, la distanciation sociale, la meilleure façon que les entreprises ont trouvé pour le respecter, c'est le travail de la maison. Donc, si on regarde ici, la majorité des gens ont soit certains employés en télétravail, tous leurs employés en télétravail, où ils vont, ça peut être un mix de tout ça, là, où ils vont limiter le nombre de personnes qui peuvent se rendre sur leur lieu d'affaires. Donc, on l'a vu dès le départ, les entreprises qui, dès le mois de mars, pouvaient avoir les gens qui travaillaient de la maison et être efficaces, ont pu garder un petit peu la tête hors de l'eau, alors que ceux qui n'étaient pas équipés à ce niveau-là, malheureusement, ça a été plus difficile. Puis on voit que les gens ont travaillé fort pour justement rendre ça possible. Comme effectivement, ça demeure la meilleure façon de pouvoir se soumettre là, aux exigences de distanciation parce qu'on était beaucoup dans l'ère des bureaux ouverts, puis les gens qui travaillent très, très près ont réduit l'espace, ce qui va à l'encontre des mesures de la COVID, évidemment. Et le dernier, mais non le moindre, tout ce qui est le e-commerce, le fameux e-commerce qu'on entend parler énormément. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est au mois d'avril. Donc, on a demandé aux entreprises quel est le pourcentage des ventes que vous pouvez faire qui n'est pas en personne. Donc, soit par téléphone ou soit en ligne. Et évidemment, si c'est des données cumulatives, il y en a 24% qui pouvaient faire 100% de leurs ventes. Donc, quand même une minorité, et ça augmentait plus on réduisait le pourcentage. Mais on avait quand même un 80% des entreprises qui pouvaient faire leurs ventes en ligne ou par téléphone. Et en seulement 7 mois, ça a augmenté à 94%. Puis ce qu'on a vu là, de par les autres questions qui ne sont pas ici ce matin, mais c'est vraiment le e-commerce où les gens ont rapidement investi massivement à ce niveau-là pour pouvoir suivre la cadence et rejoindre finalement leurs clients où ils étaient, c'est-à-dire à la maison. Donc, on voit que c'est plus e-commerce, ça a beaucoup été vu comme une mode ou une trend ou quelque chose qui était un petit peu fashion, si on veut, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable pour les entreprises. Et contrairement à ce que c'était dans le passé où on voyait que c'était beaucoup dans le B2C avec les consommateurs, maintenant, autant dans le B2B, moi, je vois des entreprises qui veulent bâtir leur stratégie au niveau des ventes en ligne pour une partie au moins de leurs activités quand ce n'est pas possible pour tout, parce que ils continuent à voir que c'est quelque chose qui rapporte, puis leurs compétiteurs vont le faire aussi. Donc, fait intéressant à mentionner aussi, c'est comment les entreprises ont modifié leur modèle d'affaires, parce qu'on a parlé de l'adaptation, mais une statistique que moi j'ai trouvée très, très intéressante, c'est qu'une entreprise sur 4 a mentionné avoir soit modifié son modèle d'affaires depuis la COVID ou pensé à le modifier. Et quand je regarde les discussions que j'ai à tous les jours avec les entreprises, la plupart me disent
ils ne croient pas que leur entreprise va être complètement et entièrement la même après que tout soit terminé. Il y a tellement de choses qui ont changé. Si on pense à quelques exemples de ceux qu'on a tous probablement entendus, mais qui sont assez intéressants, c'est que dès le début de la crise, on a vu beaucoup d'entreprises se retourner pour fournir le PPE, là, les équipements de protection personnelle. Donc, on a vu de notre côté beaucoup de fabricants d'alcool qui voulaient faire le fameux hand sanitizer là, ou le désinfectant pour les mains. J'ai vu une entreprise en Alberta qui était dans les décorations de mariage. Donc, ils font des choux, puis des nappes et tout, et qui ont commencé à faire des masques pour aider les employés de première ligne, justement, à combattre la COVID. Mais plus large que ça, les restaurateurs, il y en a plusieurs qui n'avaient pas modifié leur modèle d'affaires depuis longtemps, qui recevaient les gens chez eux, puis ça s'arrêtait là. Mais ça a été dans les premiers qu'on a vu à livrer à la maison, à offrir des boîtes repas. Heureusement, ils n'ont pas eu à tout faire tout seul. Là. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la logistique de livrer aux clients, il y en a plusieurs qui ont utilisé des Skip the Dishes, les Uber Eats, puis tout ça. Mais les restaurateurs, c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui rapidement se sont tournées vers la livraison pour pouvoir rejoindre leurs clients à la maison, finalement. Si on pense aux grossistes là, dans l'alimentaire, vraiment les food wholesalers, là, ceux qui vendaient souvent en grosse quantité aux restaurateurs, eux, du jour au lendemain, complètement perdus la majorité de leur chiffre d'affaires, tout comme les restaurateurs. Donc, ils ont commencé à vendre des boîtes aux consommateurs directement pour passer par-dessus, finalement, les restaurateurs en attendant que les choses reviennent à la normale, mais potentiellement qu'il y a des choses à ce niveau-là qui vont demeurer après la crise. Puis même au-delà de ça, si on regarde, si on magasine des vêtements en ligne dans des compagnies locales, là, même ici au Canada, au plus près de chez nous, mais le style des vêtements n'est pas aussi corporatif nécessairement. Je pense qu'on peut compter le nombre de fois qu'on a mis des vestons dans les derniers mois versus dans le passé. Mais c'est vraiment un style plus casual ou working from home, ou ce qu'on appelle le mou. On le voit même dans le style des vêtements. Donc, opportunité malgré la crise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous laisser sur ce qu'on a entendu des entreprises qui ont réussi à modifier leur modèle d'affaires en termes de meilleures pratiques. Ce qui est revenu beaucoup, c'est de rester en contact avec vos clients. Donc, les entreprises canadiennes qui vont faire affaire à l'international, mais même partout au Canada, je dois dire, étant donné que les déplacements ne sont pas possibles, ont dû trouver une façon de pouvoir continuer à parler à leurs clients sans les voir en personne. Donc, moi, j'ai vu de nombreuses entreprises qui ont pris leur budget pour faire des déplacements à l'étranger et qui l'ont mis dans les plateformes Zoom ou peu importe, mais ils ont commencé à faire, oui, des rencontres un à un, mais aussi des webinaires pour les prospects, pour les clients, juste pour être toujours là, puis top of mind, comme on dit. Donc, j'ai même vu une entreprise qui vend des équipements. Et une fois qu'ils sont rendus chez le client, normalement, il y avait toujours quelqu'un qui se déplaçait pour aller expliquer comment l'équipement fonctionne à la personne sur le terrain, là, dans l'usine qui l'utilise. Et étant donné que ce n'était pas possible, ils ont développé une application qui explique étape par étape aux clients comment faire. Donc, ils ont sauvé, même dans le futur, potentiellement qu'ils vont continuer à l'utiliser comme ils mentionnaient. Ça permet de sauver des coûts au bout du compte, mais le service est aussi bon pour la personne qui utilise l'équipement. Donc, restez près des clients, évidemment, mais restez près des compétiteurs aussi, parce que c'est important de voir comment eux se sont adaptés, puis comment les choses vont de leur côté. Moi, j'ai eu des entreprises qui avaient une situation financière assez stable avant la crise, qui ont vu des compétiteurs à l'étranger qui n'allaient pas bien et qui ont fait des acquisitions. Donc, ça ouvre des opportunités à ce niveau-là, mais c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qu'eux font pour s'adapter également. Et finalement, la diversification. Je pense qu'on en a parlé pour tout ce qui est la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Mais être dépendant que ce soit d'un pays ou d'un fournisseur, il y a certaines entreprises qui ont compris que c'était un prix trop fort payé
quand c'est pour de la matière première qui est essentielle. Donc, qui veulent regarder à modifier leur chaîne d'approvisionnement. Mais c'est vrai aussi pour les clients. Donc, c'est sûr que si on regarde la pandémie à travers le monde, tous les pays pratiquement ont été touchés, mais de façon différente. Puis il y en a quelques-uns qui semblent avoir géré la crise un peu mieux, si on veut. Si on regarde, bon, la Chine, évidemment, a eu des mesures très drastiques, mais sensiblement, ils s'en sont quand même sortis assez bien. Si on pense à l'Australie, le Japon également, donc plusieurs pays asiatiques. Donc, c'est important de rappeler aux compagnies canadiennes que le Canada fait partie de l'accord CPTPP en anglais, mais le PTPTG, si je ne me trompe pas en français. Donc, il comprend plusieurs pays asiatiques, quelques pays d'Amérique latine également. On a maintenant l'accord, le nouveau NAFTA, donc le CUSMA avec les États-Unis et avec le Mexique. Et on a aussi l'accord avec l'Europe, la ECG ou le CETA. Donc, ces trois accords-là seulement, en plus des autres qu'on a, c'est quand même un accès à 1,5 milliard de personnes. Et il n'y a pas d'autres pays, autres que le Canada, qui fait partie de ces trois accords-là. Donc, c'est important de voir que nos entreprises ont un avantage quand elles veulent vendre dans ces pays-là. Donc, c'est important de garder les yeux ouverts, finalement. Puis, c'est pas parce qu'on va aux États-Unis qu'on ne peut pas se tourner vers un autre pays, que ce soit l'Asie ou un autre, parce que si on pense aux foires commerciales, comme j'en parlais tout à l'heure, il y en a beaucoup là au moment où on se parle, mais il y en a plusieurs qui ont décidé de devenir virtuelles. Donc, moi, j'ai vu des entreprises décider d'aller à une foire commerciale virtuelle avec des compagnies asiatiques pour prendre le pouls puis tâter le terrain, alors que si ça avait été en personne, l'investissement était trop gros pour l'entreprise, donc elle ne l'aurait pas nécessairement fait. Si on regarde les marchés, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux entreprises, est-ce que la COVID vous a amené à envisager à exporter? Donc, il y en a 22% seulement qui ont dit oui, mais de ceux-là, certains visent des pays en particulier. Donc, ceux qui exportent déjà, on vise ces marchés-ci. Et ceux qui sont des nouveaux exportateurs qui n'ont jamais vendu à l'extérieur du Canada visent les marchés suivants. Donc, tous ces pays-là ou ces régions-là font partie, tant mieux, là, des trois accords que je vous ai mentionnés. Donc, le Canada est en bonne position, finalement. Et pour conclure, je pense que c'est important pour nous d'expliquer aux entreprises qu'on est là pour les aider. C'est vrai pour le Centre de développement économique de la Nouvelle-Écosse, c'est vrai pour EDC, mais il y a également le service des délégués commerciaux, les Trade Commissioners, qui ont quand même des représentants dans 166 villes à l'extérieur du Canada. Et c'est des services gratuits qui peuvent aider nos entreprises. Donc, il faut s'assurer qu'ils soient au courant de ces services-là, puis qu'ils n'ont pas à faire ça tout seuls, disons-le. Et finalement, il y a le programme CanExport, qui est un programme de subvention pour supporter ces coûts-là. Donc, une entreprise l'important, c'est qu'elle soit au courant et peut-être ça va lui permettre de commencer un petit peu plus tôt au niveau de ses démarches à l'exportation, sachant qu'il y a ces ressources-là à sa disposition. Donc, sur ça, je suis ouverte et Dan aussi à prendre des questions. Alors, merci Amélie et Dan de nous avoir fait part de vraiment beaucoup de réflexions et de perspectives en addition de ce qui fut partagé directement par des entrepreneurs canadiens. We can all apply, I think, some of the lessons learned and reflect on the thoughts and insights that you've shared, that were shared to you also by business owners, by folks within different markets. De nouveau, je pense que nous pouvons tous constater en même temps qu'il existe un lien direct entre le support de nos entreprises locales et la stabilité et croissance nécessaire de notre économie. Alors, n'oublions pas de supporter nos entreprises locales.